Le verre de vin était couvert de gouttes de sueur dans ma main. Non pas parce qu'il était chaud, la salle à manger était parfaitement climatisée, comme toujours, mais parce que mes doigts n'arrêtaient comme pas de trembler. De l'autre côté de la longue table en acajou, ma belle-mère leva son verre avec un sourire un peu trop doux. « À la famille », dit-elle, le cristal reflétant la lumière des bougies. Je la regardais boire une gorgée, le verre que je venais d'échanger avec le mien. 5 minutes plus tôt, je l'avais vue se pencher vers ma place, juste un instant, juste le temps d'ajuster une serviette. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais quand je suis revenue de la cuisine, quelque chose m'a semblé bizarre. Les couverts avaient été légèrement déplacés, ma chaise avait été tirée, et le vin avait une odeur étrange. Une odeur légère et amère, comme celle d'agrumes brûlés et de métal. Ce n'était pas un dîner comme les autres. C'était le soir où James et moi allions être officiellement félicités pour l'achat de notre maison, une tradition dans sa famille. Son père allait porter un toast. Sa mère avait tout organisé. La sœur de James avait pris l'avion pour venir. Tout le monde était sur son 31, souriant en louant l'eau à venir de la famille. Mais sous cette apparence, je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, et lorsque je me suis assise et que j'ai aperçu l'éclat dans les yeux de Margaret, ce regard rapide et indéchiffrable vers mon verre de vin, j'ai su que je ne pourrais pas le boire. Alors, lorsqu'elle s'est retournée pour répondre à une question de son mari, j'ai échangé les verres. Discrètement, silencieusement, le mien contre le sien. Elle ne s'en est pas aperçue. À présent, alors que je la regardais poser son verre, quelque chose de plus froid que la peur s'est installé dans ma poitrine. Je ne savais pas exactement ce qu'elle avait fait, pas encore. Mais je savais une chose, ma belle-mère ne m'avait jamais aimée. Correction, elle m'avait tolérée. Elle souriait en serrant les dents. Elle m'offrait des livres sur l'élégance et la discipline féminine pour mon anniversaire. Elle faisait des blagues sur la chance que j'avais d'avoir épousé une famille forte et traditionnelle. Et ce soir, elle avait décidé de jouer les faiseuses de rois, en me retirant du jeu. Je la regardais picorer dans sa salade, dire quelque chose à James d'un ton sec, prendre une autre gorgée, puis une toux, une seule, puis 2. La table se tut. Margaret cligna des yeux, ses joues rougirent, son sourire s'effaça. Elle ouvrit la bouche et puis ça commença. Pas un effondrement, pas une scène, mais un lent effondrement, comme un masque qui commence à se décoller. Si vous avez déjà vu quelqu'un s'étouffer avec une vérité qu'il pensait avoir enfouie, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. Les gens pensent que ce sont les grands moments qui définissent un mariage. Les vœux, les étapes importantes, les disputes. Mais pour moi, c'était l'effacement silencieux. Ces petits moments précis où j'ai réalisé que je n'épousais pas seulement James, mais que j'entrais dans quelque chose. Un héritage, une lignée soigneusement préservée. Et il n'y avait pas droit à l'erreur. James venait d'une famille qui prenait des photos de Thanksgiving dans des pulls assortis, où tout le monde buvait dans des verres en cristal et parlait d'une voix posée, où les défauts n'étaient écrits pas reconnus, mais discrètement éliminés. J'étais l'intruse. Je n'avais pas grandi avec des meubles anciens ou des manières de grande école. Ma famille, elle était bruyante, chaleureuse, un peu chaotique. Nous mangions des spaghettis dans des assiettes dépareillées et rions la bouche ouverte. Et j'adorais ça. Mais dès que j'ai franchi le seuil de la maison de Margaret, la mère de James, j'ai senti le changement. Je suis devenue quelqu'un qu'il fallait corriger. Elle ne l'a jamais dit ouvertement. Margaret était bien trop polie pour cela. Au lieu de cela, elle m'a donné des conseils utiles. Sur ma posture, sur ma garde-robe, sur ma façon de dire merci. Au début, je pensais qu'elle était nerveuse. Je me disais, elle veut juste que je m'intègre. Mais au fil des ans, ses critiques sont devenues plus acerbes. Ses compliments étaient sarcastiques, et pourtant je voulais toujours faire partie de cette famille. Pas parce que j'avais besoin d'être acceptée, mais parce que James les aimait. Et je l'aimais. Je pensais que si je faisais suffisamment d'efforts, je pourrais adoucir Margaret. Que si j'étais gentille, patiente, accommodante, elle finirait par me considérer comme un membre de la famille. Mais l'amour ne remédie pas au contrôle,
et la politesse ne vous protège pas de quelqu'un qui a décidé que vous étiez jetable. Plus James et moi nous rapprochions de notre projet de vie commune, acheter une maison, parler d'enfants, plus son ton changeait. Douce en apparence, mais fragile en réalité. « Tu devrais repenser le quartier, ma chérie. Les enfants ont besoin d'un meilleur secteur scolaire. Tu travailles trop ces derniers temps? Tu es sûre que tu donnes la priorité à ton mariage? J'ai fait une fausse couche quand j'avais ton âge. Je te le dis pour que tu saches à quoi t'attendre. » Toujours dit avec le sourire, toujours dit devant les autres, et toujours suivi par James qui balayait cela d'un revers de main. « Elle est comme ça, » disait-il. Mais je n'en étais plus si sûre, car dans ces petits moments, je ne me sentais pas comme une belle fille. Je me sentais comme un test, et je commençais à soupçonner Margaret de savoir déjà comment elle voulait que j'échoue. Tout a commencé avec le parfum. Au début, je pensais que c'était mon imagination, cette odeur qui imprégnait mon manteau chaque fois que je rendais visite à Margaret. Poudré, floral, avec une note amère. Je n'avais jamais porté de parfum comme celui-là, et pourtant il me suivait jusqu'à la maison comme un avertissement. Puis vinrent les invitations. Une à une, elles cessèrent de m'inclure dans leurs activités. Des brunchs familiaux dont je n'entendais parler qu'après coup. Les SMS groupés dont j'étais mystérieusement exclue. Au début, James insistait pour dire que ce n'était rien. « Tu sais combien maman est tête en l'air, Lena. Ce n'est pas personnel. Mais les gens tête en l'air ne créent pas d'album photo sans vous. Ils ne vous coupent pas des cartes de vœux. Ils ne planifient pas des week-ends entre frères et sœurs, le même week-end où ils ont promis de vous aider, James et vous, à déménager. Mais j'ai quand même essayé. Je suis venue avec des tartes. J'ai mis les robes que Margaret trouvait flatteuses. J'ai ri des blagues plates de son mari sur ma génération. Je suis restée silencieuse quand Élise m'a dit qu'elle ne croyait pas à la thérapie, juste après que j'ai mentionné que je voyais un psychologue pour mon anxiété. Et Margaret souriait tout le temps. Elle se penchait vers moi dans ces moments de douceur et me murmurait des choses comme « Ne prends pas Élise au sérieux. Elle s'inquiète juste que James ait épousé quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur. » Ou « Tu devrais envisager de porter des vêtements plus structurés, Lena. Ça aide à redistribuer. Les femmes de notre famille ont tendance à s'élargir tôt. » Dis gentiment, dis doucement, dis juste assez fort pour que je l'entende. Mais je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se disputer. Et puis les vertiges ont commencé. Aléatoires. Imprévisibles. Généralement après avoir dîné ou pris un verre chez eux. Une sensation de vertige qui brouillait ma vision. Des palpitations cardiaques. Jusqu'à ce que cela se reproduise. Encore et encore. Toujours après que Margaret m'ait tendu quelque chose. Du thé à la lavande de son jardin personnel. De la limonade avec un trait de gin. Du rosé d'une bouteille qu'elle avait débouchée avant mon arrivée. La dernière fois, ça m'a frappé sur le chemin du retour. James a dû se garer sur le bas-côté pendant que je m'assis sur le trottoir, serrant mes genoux, essayant de respirer. « Tu te mets trop de pression, Lena, » m'a-t-il dit gentiment. « Le travail est intense ces derniers temps, n'est-ce pas? » Je voulais le croire. Mais j'avais vu la façon dont Margaret me regardait. Pas avec inquiétude, avec calcul. Et puis, un soir, alors que Margaret dressait la table pour un dîner d'anniversaire qu'elle avait insisté pour m'organiser, je l'ai observée. Elle s'affairait autour de la table, arrangeant les couverts et les sets de table. Elle s'attarda un peu trop longtemps à ma place, puis elle plongea la main dans sa poche, une petite fiole en verre, à peine plus grande qu'un rouge à lèvres. Elle la glissa dans sa paume avant de verser le vin. Elle ne savait pas que je la regardais, et je n'ai pas dit un mot. Mais quelque chose en moi s'est mis en place. Je n'avais plus besoin que James me croie. Je n'avais plus besoin d'explications. Car à ce moment-là, j'ai cessé de me demander pourquoi Margaret ne voulait pas de moi dans la famille, et j'ai commencé à me demander jusqu'où elle était prête à aller pour y parvenir. La bouteille était petite, sans étiquette, en verre ambré foncé. Aucune marque, à l'exception d'un morceau de ruban adhésif décoloré et gondolé sur le fond. Une seule lettre y était écrite dans l'écriture élégante de Margaret. L,
Et en dessous, mélange pour avant d'aller se coucher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai retourné la bouteille entre mes mains encore et encore, essayant de comprendre ce que je savais. J'avais eu des vertiges chez Margaret, des nausées, des troubles de la conscience, mais j'avais mis cela sur le compte du stress, des hormones, même du temps. Maintenant, j'avais l'impression qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus calculé. Mais cela ne suffisait pas pour l'accuser. Pas encore. Puis je l'ai entendu. Je suis descendue chercher un verre d'eau. Les voix provenant de la cuisine portaient plus loin qu'elles ne le pensaient. Margaret et Nadine buvaient du vin au comptoir. « Elle a toujours été si sensible, » disait Margaret. « Tu le vois bien, non ?» Nadine ne répondit pas. Elle veut fonder une famille, mais honnêtement... Margaret soupira. Cette fille arrive à peine à s'en sortir toute seule. James ne l'admettra jamais, mais il le sait. Lena n'est pas stable. Elle est impulsive. Un enfant ne ferait qu'amplifier cela. Je reculais avant d'en entendre davantage. Je ne savais pas si c'était ces mots ou ce que je savais déjà qui me rendait en malade. Le lendemain matin, je montrai la bouteille à James. « C'est dingue, » dit-il en fronçant les sourcils. « Tu as trouvé un pot d'herbe, et tout à coup, tu penses quoi? Que ma mère te drogue. Il y a écrit « elle » dessus. C'est elle qui me prépare mon thé tous les soirs. Je ne me sens pas bien, et ça n'arrive qu'ici. » Il a tenu le flacon à la lumière. « Ce n'est qu'un vieux complément alimentaire. Tu es sous pression, c'est tout. Tu vois des choses qui n'existent pas. » Mon estomac se noua. Pas seulement à cause de son rejet, mais aussi parce que je savais que Margaret pouvait me manipuler en privé et en public. Et maintenant, James l'aidait, même s'il ne le voulait pas. C'est alors qu'elle m'invita à prendre le thé. Juste Élise et moi. Pour arranger les choses, dit-elle avec un doux sourire. Un nouveau départ. James m'encouragea à y aller. Je me suis présentée vêtue d'un pull gris clair et de ballerines. Une tenue discrète, qui n'avait rien d'intimidant. Je l'ai laissé verser le thé et poser la tasse délicatement devant moi, la vapeur s'échappant en volute comme un avertissement. « Camomille et mélisse », a-t-elle dit. « C'est bon pour l'équilibre. » La bouteille était petite, sans étiquette, en verre ambré foncé. Aucune marque, à l'exception d'un morceau de ruban adhésif décoloré et gondolé sur le fond. Une seule lettre y était écrite dans l'écriture élégante de Margaret. Elle, et en dessous, mélange pour avant d'aller se coucher. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai retourné la bouteille entre mes mains encore et encore, essayant de comprendre ce que je savais. J'avais eu des vertiges chez Margaret, des nausées, des troubles de la conscience, mais j'avais mis cela sur le compte du stress, des hormones, même du temps. Maintenant, j'avais l'impression qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus calculé. Mais cela ne suffisait pas pour l'accuser. Pas encore. Puis je l'ai entendu. Je suis descendue chercher un verre d'eau. Les voix provenant de la cuisine portaient plus loin qu'elles ne le pensaient. Margaret et Nadine buvaient du vin au comptoir. « Elle a toujours été si sensible, » disait Margaret. « Tu le vois bien, non ?» Nadine ne répondit pas. Elle veut fonder une famille, mais honnêtement... Margaret soupira. Cette fille arrive à peine à s'en sortir toute seule. James ne l'admettra jamais, mais il le sait. Lena n'est pas stable. Elle est impulsive. Un enfant ne ferait qu'amplifier cela. Je reculais avant d'en entendre davantage. Je ne savais pas si c'était ces mots ou ce que je savais déjà qui me rendait en malade. Le lendemain matin, je montrai la bouteille à James. « C'est dingue, » dit-il en fronçant les sourcils. « Tu as trouvé un pot d'herbe, et tout à coup, tu penses quoi? Que ma mère te drogue. Il y a écrit « elle » dessus. C'est elle qui me prépare mon thé tous les soirs. Je ne me sens pas bien, et ça n'arrive qu'ici. Il a tenu le flacon à la lumière. Ce n'est qu'un vieux complément alimentaire. Tu es sous pression, c'est tout. Tu vois des choses qui n'existent pas.
mon estomac se noua. Pas seulement à cause de son rejet, mais aussi parce que je savais que Margaret pouvait me manipuler en privé et en public. Et maintenant, James l'aidait, même s'il ne le voulait pas. C'est alors qu'elle m'invita à prendre le thé. Juste Élise et moi. Pour arranger les choses, dit-elle avec un doux sourire. Un nouveau départ. James m'encouragea à y aller. Je me suis présentée vêtue d'un pull gris clair et de ballerines. Une tenue discrète, qui n'avait rien d'intimidant. Je l'ai laissé verser le thé et poser la tasse délicatement devant moi, la vapeur s'échappant en volute comme un avertissement. « Camomille et mélisse », a-t-elle dit. « C'est bon pour l'équilibre. » Je n'ai pas raconté à James ce qui s'était passé, pas parce que je protégeais Margaret, parce que j'avais renoncé à expliquer quoi que ce soit à quelqu'un qui refusait d'entendre. Il m'a demandé si le thé avec sa mère m'avait aidé. Je lui ai répondu que cela m'avait ouvert les yeux. C'était la vérité. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Margaret n'a pas donné suite. Élise n'a pas envoyé de SMS. Le silence était un message en soi. J'ai commencé à tout documenter. J'ai créé un dossier privé sur mon ordinateur portable et j'ai scanné la bouteille. J'ai photographié les mélanges de thé. J'ai pris des notes détaillées sur les dates, les symptômes, qui avait versé quoi et quand. J'ai même noté le mot « repose-toi bien » laissé par Margaret la semaine précédente, et j'ai ajouté des horodatages à tout ce que je pouvais. J'ai ensuite appelé une ancienne camarade de classe de l'université, Megan, qui est aujourd'hui pharmacienne clinicienne. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour identifier les ingrédients d'un mélange d'herbes mystérieux pour la défense d'un ami. Elle m'a demandé de lui envoyer un échantillon. Elle m'a rappelé 2 jours plus tard. De la camomille, de la mélisse, de la valériane, plus quelque chose d'étrange. Un sédatif synthétique que l'on ne trouve généralement pas dans les somnifères à base de plantes. À faible dose, mais tout de même sur ordonnance. Où as-tu trouvé ça? Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement remercié, et j'ai ajouté l'analyse à mon dossier qui s'épaississait. J'avais désormais quelque chose, des preuves matérielles. Une analyse chimique, un comportement récurrent. Ce n'était pas suffisant pour la police. Pas encore, mais c'était largement suffisant pour y voir plus clair. La prochaine étape était plus difficile. J'ai commencé à observer le comportement de Margaret lors des interactions familiales, en particulier en présence d'Élise. Lors d'un brunch le week-end suivant, j'ai remarqué à nouveau. Margaret servait les boissons, choisissait la disposition des places, m'interrompait subtilement au milieu d'une phrase avec un rire ou en changeant de sujet. Élise ne s'en rendait presque pas compte. Mais moi, oui. J'ai également remarqué la façon dont le visage de James changeait légèrement lorsque Margaret lui offrait un rappel ou une suggestion. À quel point il cédait souvent sans s'en rendre compte. J'ai alors compris. Margaret ne voulait pas seulement me contrôler. Elle voulait contrôler le récit. Qui avait le dernier mot? Qui semblait calme? Qui était le véritable adulte dans la pièce? J'ai donc arrêté de me battre contre elle en privé. Et j'ai commencé à préparer quelque chose de public. J'ai contacté une de mes amies, Andrea, qui travaillait dans l'organisation d'événements. Elle organisait bientôt un dîner de charité auquel Margaret avait répondu oui, accompagnée de James. J'ai demandé une petite faveur à Andrea, me placer à la même table. Puis j'ai envoyé un SMS à Margaret. J'ai hâte d'assister à la soirée caritative. J'aimerais beaucoup enterrer la hache de guerre. Trinquons à un nouveau départ. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes. Quelle bonne idée. Je suis ravie que tu ailles mieux. Allez mieux. Comme si j'avais été celle qui avait été brisée. J'ai souri en ajoutant cela au dossier, car Margaret pensait que j'avais tourné la page, et elle ne se doutait pas que je revenais à la charge. Guérir, avait-elle dit. Margaret croyait m'avoir brisé discrètement, proprement, et que j'avais accepté cela avec élégance. Mais en réalité, je ne m'étais jamais sentie aussi éveillée. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait ce que Margaret ne s'attendait pas à me voir faire. Je me suis organisée, de manière stratégique, chirurgicale. J'ai commencé par investir dans quelque chose de petit, mais de symbolique.
Une balance de cuisine précise au gramme près, puis des gants, des bocaux pour les échantillons, des étiquettes. J'ai commencé à analyser tous les mélanges d'herbes que Margaret m'avait donnés, en comparant les vieux sachets qu'elle m'avait offerts pour chez moi, avec les échantillons de ses boîtes à thé dans la cuisine. J'ai photographié chaque sachet, je l'ai étiqueté et j'ai noté la date et l'heure où je l'avais reçu. Je ne cherchais pas à me venger, pas encore. Je cherchais des schémas indéniables. Je suis même retournée dans la chambre d'amis où j'avais trouvé le flacon Eltz pour la première fois. Cette fois-ci, j'avais apporté une lampe torche UV et j'ai trouvé un deuxième petit pot scotché sous le tiroir, celui-ci marqué « Réserve ». Son contenu ? Un mélange dont l'odeur était identique à celle du thé qui m'avait fait vomir. Ce soir-là, j'ai rappelé Megan. « Celui-ci est plus fort », a-t-elle dit après avoir examiné mon nouvel échantillon. « Beaucoup plus fort. Léna, si quelqu'un te donnait ça tous les jours, même à petite dose, il commencerait à douter de sa propre stabilité. » Elle a hésité. « Oui. » Megan n'a pas posé d'autres questions, et je n'en ai pas posé non plus. Je ne me contentais plus de monter un dossier. Je construisais un contexte, une piste que personne ne pourrait ignorer. Puis l'occasion que j'attendais s'est présentée. Élise m'a invitée à prendre un café, seule. « J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, » m'a-t-elle dit, le regard lourd de culpabilité. « Tu as eu tort de faire semblant, mais j'ai eu tort de te rejeter. » Je laissais le silence s'installer. « Je ne sais pas quoi croire, » ajouta-t-elle. « Mais je sais que ma mère a changé. Je ne voulais simplement pas le voir. » Je sortis mon téléphone et le fis glisser sur la table. Les photos, les bocaux étiquetés, les résultats d'analyse. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai laissé faire défiler les photos. Son souffle s'est coupé à la 5e photo. « C'est vrai. Ce n'est pas tout, » ai-je dit, « mais c'est suffisant. » Elle m'a regardé d'un œil nouveau. « Je veux t'aider, » a-t-elle dit. « Je n'ai pas besoin d'aide, » ai-je répondu. « J'ai besoin que tu surveilles. » Élise acquiesça lentement. « Elle sera au dîner de charité. Tu y seras aussi ? » Je serai prêt. Et je le fus. Au cours de la semaine qui précéda l'événement, je travaillais avec Andrea pour planifier chaque détail, de la disposition des places à l'ordre de service, en passant par le mélange de thé qui serait proposé au dessert. Andrea n'avait aucune idée de la raison de mes demandes. Mais elle me faisait confiance, et lorsque la liste des invités fut finalisée, je fis une demande discrète. Mets une théière contenant le mélange signature de Margaret sur la table où elle sera assise. Fais-lui croire qu'elle l'a apporté. Je demandai également à Andrea de placer 2 personnalités importantes à la même table. Lydia, une amie de longue date de Margaret qui avait beaucoup d'influence dans le milieu des fondations locales, et Robert, le président d'un conseil d'administration que Margaret essayait de convaincre de la recruter depuis des années. Margaret n'oserait pas faire de faux pas avec eux qui la surveillaient. Mais ce n'était pas le but, car le moment dont j'avais besoin ne concernait pas ce qu'elle ferait. Il s'agissait de ce qu'elle dirait lorsque le bon thé serait servi à la mauvaise personne. Le soir du dîner de charité, la salle de bal brillait d'une douce lumière dorée. La lueur des bougies se reflétait sur la verrerie. Tout le monde était vêtu de tenues élégantes et imposantes. Margaret est arrivée vêtue d'une robe bleu nuit, se faufilant parmi la foule comme une femme qui sait exactement où elle doit être et qui elle attend. J'étais déjà assise lorsqu'elle s'approcha de notre table, ses yeux parcourant les cartes de visite. Elle repéra Lydia et Robert immédiatement, leur offrit un sourire chaleureux et se tourna vers James et moi. « Léna. » « Quelle surprise !» Je souris. « Tu es ravissante. » Elle l'était. Radieuse même. Mais son regard s'est posé une fois sur le service à thé au centre de la table, sur la théière en céramique pâle nichée entre des morceaux de sucre et des quartiers de citron. Elle était presque identique à celle de sa cuisine. Andrea s'en était occupée. Lorsque le dessert a été servi, les serveurs ont versé le thé en silence. J'ai vu Margaret jeter un coup d'œil aux tasses, ses yeux se plissant légèrement lorsqu'Élise, assise 2 sièges plus loin, a pris une gorgée avec précaution, puis Robert a levé la sienne.
Ça sent incroyablement bon, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Le mélange de ma mère, répondit Élise en jetant un regard vers Margaret. Une spécialité de la maison. Margaret cligna des yeux. Oh, je ne savais pas qu'il servait à ça. C'est Lena qui l'a suggéré, dit Andrea en passant avec un plateau de tartelettes. Elle a dit que ça lui rappelait sa maison. Le sourire de Margaret se figea pendant une fraction de seconde. Juste assez longtemps pour que je le remarque. Lydia leva sa tasse. Je dois avouer que je suis plutôt café, mais c'est délicieux. Margaret ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux me disaient tout. Elle savait que j'avais amené le sujet sur la place publique. Elle savait que j'avais placé son mélange sur la table, où sa réputation comptait le plus. Et elle ne pouvait empêcher personne d'y goûter, pas sans expliquer pourquoi. Pour la première fois, c'était elle qui devait se taire. Et Élise le vit. Elle a perçu la panique subtile derrière le sourire de sa mère, la lueur de peur qu'elle essayait d'étouffer avec son thé. « Quelque chose ne va pas, maman ?» a demandé Élise. « Non », a répondu Margaret doucement. « Ce sont juste de vieux souvenirs. » Mais ses mains s'étaient crispées sur ses genoux, et je l'ai vu réaliser, en temps réel, que je n'étais plus sur la défensive. Puis le serveur est arrivé avec un plateau de tasses déjà rempli. Je vis la scène en direct. Margaret intercepta la tasse qui m'était destinée. Une légère inclinaison, un geste trop désinvolte. Ses doigts parfaitement manucurés effleurèrent le bord juste assez longtemps pour y déposer quelque chose. Une vieille habitude. Elle pensait que personne n'avait remarqué. Mais moi j'avais vu. Lorsque le serveur posa la tasse devant moi, je lui jetai un coup d'œil. Là, au fond, un léger trouble, familier, comme le thé de la maison d'hôte. J'ai attendu que Margaret soit distraite, puis j'ai discrètement fait glisser la tasse sur la table, à sa place. Je n'attendais plus qu'on me croie. Je préparais le terrain et la laissais entrer dans la lumière. Margaret a essayé d'en rire. « Oh, Lena est juste nostalgique », a-t-elle dit d'un ton léger, la voix un peu trop aiguë. Ce mélange l'a toujours rendue sentimentale. Le brouhaha des conversations s'est calmé. Tous les regards se sont tournés vers elle. Élise fixait désormais sa mère. Margaret a pris une autre gorgée, se stabilisant grâce à une tactique qui avait toujours fonctionné auparavant. Mais cette fois-ci, cela ne marchait pas. 5 minutes plus tard, tout a commencé à se dégrader. Elle a haussé le ton. Elle a coupé Lydia dans son élan. Elle a corrigé Robert avec brusquerie sur une anecdote qu'il racontait à propos de la remise de diplôme d'Élise, à laquelle elle n'avait même pas assisté. Puis elle a commis l'impair. Elle a regardé Élise et lui a dit « Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Cette crise de panique à l'université? C'est moi qui t'ai aidé à t'en sortir. Tu ne m'as jamais remercié, mais je t'ai aidé à surmonter cette épreuve. » Élise se figea. « Tu veux dire quand tu me servais des tasses de thé tous les soirs sans me dire ce qu'il y avait dedans ?» dit-elle doucement. La table se figea. James se pencha en avant. « Quoi ?» Margaret cligna des yeux. « Je l'ai aidé. Vous étiez tous les deux dans un état épouvantable. James buvait. Lena était en train de s'effondrer. J'ai fait ce qu'il fallait faire. »« Tu nous as drogués, » dis-je. « N'exagère pas. » Je sortis le papier de mon sac à main. Le rapport du laboratoire. « C'est le mélange de votre maison d'hôte, » dis-je. Testé par 2 laboratoires différents. Il contient des sédatifs de faible puissance, et j'ai les registres de dosage qui prouvent qu'il a déjà été utilisé. James prit les papiers et les lut attentivement, incrédule. La voix d'Élise était calme à présent. « Alors tu as recommencé. » Margaret tourna brusquement la tête vers moi. « Tu crois que je me serais empoisonnée moi-même? »« Ça suffit, mère. » James tenta de la calmer. Je croisai son regard. « Je t'ai vu verser quelque chose dans ma tasse. Je n'ai pas bu. » Silence. Élise retint son souffle. « Elle les a échangés, » murmura-t-elle. Margaret pâlit. Lydia se leva. « Tu aurais pu lui faire du mal. »« Je protégeais cette famille, » s'écria Margaret. « As-tu la moindre idée de ce que j'ai fait pour maintenir cette famille unie,
de ce que j'ai nettoyé? Non, répondit doucement Élise, parce que tu ne nous as jamais fait confiance. Lydia posa lentement sa tasse. Toutes ces années, j'ai cru que Lena était simplement fragile, dit-elle doucement. C'est toi qui l'as rendue ainsi. Sa voix tremblait légèrement. Tu nous as fait croire qu'elle était instable. Robert se pencha en arrière, les yeux fixés sur Margaret. Et tu voulais un siège au conseil d'administration? Dit-il incrédule. Tu as passé des années à prêcher l'intégrité, et maintenant ça? Margaret ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Lydia regarda Élise. Je suis tellement désolée. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt. Élise ne répondit pas. Elle se contenta de fermer le rapport de laboratoire et de le poser sur ses genoux. Les tables environnantes étaient devenues silencieuses. Les serveurs s'étaient arrêtés. Andrea se tenait figée près de la porte. Margaret s'affaissa légèrement sur sa chaise. Je pris la théière et ma tasse et les tendis à un serveur. « Pour la cuisine, » dis-je. « Vous feriez mieux de bien l'étiqueter cette fois-ci. » En passant derrière la chaise de Margaret, je m'arrêtai. James observait en silence. Je retournai vers Élise, qui ne dit pas un mot. Mais elle ne toucha pas non plus la main de sa mère. Je n'ai pas eu de nouvelles de Margaret après le dîner de charité. Pas d'excuses, pas d'indignation, juste le silence. Mais le monde autour d'elle parlait pour elle. En moins d'une semaine, Andrea m'a appris que le nom de Margaret avait été discrètement retiré de la liste des candidates au Conseil des femmes leaders. Lydia avait exprimé ses inquiétudes quant au jugement, et Robert avait recommandé de prendre ses distances. Pas de drame, juste une distance polie, du genre qui ne laisse aucune porte ouverte. Lors de la collecte de fonds suivante, Élise est venue seule. Quand quelqu'un lui a posé la question, elle a souri timidement et a répondu « Maman fait une pause dans les événements publics. » Son ton indiquait clairement que personne ne devait poser d'autres questions. Margaret avait bâti son pouvoir à force de chuchotements et de récits parfaitement ficelés. Il était logique que le silence soit ce qui la détruirait. Quelques semaines plus tard, je suis passée chez Élise pour lui déposer quelques affaires. Elle était dans le jardin, en train de tailler les fleurs, alors je suis entrée par la cuisine. Et là, sur la table, il y avait une tasse à thé. Ce n'était pas la porcelaine fine que Margaret affectionnait tant. Juste une tasse en céramique toute simple, à moitié pleine, qui n'avait pas été touchée. À côté, une serviette froissée et une copie du rapport de laboratoire que j'avais donné à Élise, avec des notes écrites de sa main, et une phrase griffonnée, soulignée 3 fois. Ce ne sont que des souvenirs forts. C'est ce que Margaret avait dit lors du gala, sa diversion, son masque. Mais les souvenirs ont aussi leur façon de s'imprégner. Je n'ai pas touché la tasse, je l'ai juste regardée un instant, et j'ai compris. Margaret n'était pas partie, mais elle avait perdu la seule chose qui lui importait vraiment, l'illusion du contrôle. Les gens la voyaient toujours, mais ils ne s'approchaient plus d'elle. Ils lui faisaient un signe de tête, puis passaient leur chemin. Les conversations se tarissaient, les invitations ne venaient plus. En sortant, je passai devant le jardin botanique et l'aperçus sur un banc sous la pergola, celui où elle organisait ses goûters. Elle était assise seule, une écharpe serrée autour des épaules malgré le soleil, un mug de voyage serré dans ses 2 mains. Pas en porcelaine, pas raffiné, juste de l'acier et du silence. Son regard était fixé sur un bouquet de lavande fané. Pas de téléphone, pas de bloc-notes. Personne à ses côtés. Pendant des années, elle avait orchestré chaque réunion à cet endroit. Elle avait choisi les invités, donné le ton, dicté le mélange de thé. Et maintenant, elle ne pouvait même plus retenir l'attention des abeilles. J'ai continué à marcher, pas par cruauté, mais parce que je n'avais plus rien à lui offrir. Ni colère, ni sympathie, ni reconnaissance. Elle avait siroté le contrôle jusqu'à ce qu'il devienne amer dans sa bouche. Il ne restait plus que l'arrière-goût. Certaines histoires ne se terminent pas en feu d'artifice. La mienne s'est terminée dans la clarté. Élise et moi ne sommes plus aussi proches qu'avant, mais elle me voit telle que je suis maintenant,
sans filtrer mes paroles à travers le sourire de quelqu'un d'autre. Elle et James ne défendent plus leur mère. C'est suffisant. Andrea et moi prenons toujours le thé le dimanche. Même mélange. Sens différent. Pas de secret. Et moi? Je ne sursaute plus quand je remue le sucre dans ma tasse. Je ne vérifie pas la couleur ni ne doute du goût, car je sais exactement ce que je bois. Et qui je suis quand je tiens cette tasse.